Europe 1, 8h36, la revue de presse. La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. À la une de vos journaux ce matin, 100 ans après, la mémoire arménienne, c'est la une de la Croix Week-end. Idem pour Libération, génocide arménien, 100 ans de solitude. L'humanité plus polémique, génocide arménien, pas d'oubli pour le crime. Et le quotidien a confié pour un jour la rédaction en chef à Robert Guédiguian, le réalisateur de Marius et Jeannette, d'origine arménienne. Je suis né, dit-il, en 1953, explique Robert Guédiguian. À l'époque, on ne parlait pas du génocide, ni dans la société française, ni à l'école. Les vieux Arméniens n'en parlaient pas non plus, trop occupés à s'intégrer. Et pour s'intégrer, dit-il, en substance, il faut oublier un peu, mais être aussi totalement dans le souvenir pour préserver la mémoire. En une du Figaro, David, on fait le bilan du sommet européen d'hier dédié aux migrants. L'Europe envoie ses navires en Méditerranée, le titre Le Quotidien, après que les dirigeants européens réunis hier à Bruxelles ont annoncé le triplement des moyens dédiés au sauvetage en mer des migrants. Mais l'annonce laisse sceptique l'éditorialiste Philippe Gélier. Le plan d'action de la Commission reprend en tout point celui soumis au chef d'État il y a 2 ans et qui n'a jamais été appliqué. Même ton réservé dans le Parisien sous la plume d'Henri Vernet. L'Europe, une super ONG, elle fait de l'humanitaire, mais pas vraiment de politique. Il aurait fallu lancer une action d'ampleur contre les passeurs, imposer une vraie solidarité entre les 28 pays membres de l'Europe pour l'accueil des demandeurs d'asile. Mais voilà, la volonté politique fait défaut. Mais le plus accablant, c'est la une de Courrier International cette semaine. Un dessin tout simple, sous l'eau. Vous avez l'Afrique, sur l'eau, un bateau de migrants, et ce titre explicite le naufrage de l'Europe. On en sait un peu plus ce matin en lisant la presse sur Sid Ahmed Glam. Le Parisien consacre une double page à celui qui projetait un attentat contre une église de Villejuif. On y apprend que l'ex-étudiant en informatique a eu un parcours universitaire chaotique ces 2 dernières années, qu'il a falsifié certains de ses relevés de notes, qu'il aurait abandonné ses études sur demande de donneurs d'ordre qui pourraient lui avoir fourni des armes. Le Parisien indique également que la police a retrouvé chez lui une grille de chiffrement, de codage, pour communiquer sous le secret avec des interlocuteurs possiblement basés en Syrie. Enfin, la police s'interroge sur le rôle joué par une jeune femme récemment convertie à l'islam, portant la burqa, interpellée hier matin et chez qui l'étudiant avait prévu de se réfugier après les attentats qu'il envisageait. Ça, c'est dans le Parisien. On lira aussi dans Libération l'analyse sur les variations en communication du gouvernement. Le quotidien qui explique que l'exécutif a d'abord été discret sur les attentats déjoués, mais qu'à l'approche du vote de la loi sur le renseignement, il a multiplié les discours alarmiste, ce qui commence à lui être reproché explicitement par l'opposition. Et sur ce sujet de la politique de sécurité, un article particulièrement intéressant dans Le Monde. Direction les États-Unis qui, dans ce domaine, n'ont aucun tabou. Les États-Unis qui expérimentent la police prédictive à l'aide d'un algorithme du crime testé par la police de Modesto, petite ville de 210 000 habitants. Ça s'appelle PredPol, un algorithme créé par une start-up de Santa Cruz. Explique Le Monde. Partant du constat que la délinquance est modélisable, l'algorithme a analysé toutes les données de la police, l'heure, le lieu, la date des crimes et des délits. Il absorbe en continu les rapports de police. Résultat, le système visualise en temps réel une dizaine de points chauds dans la ville dans laquelle la probabilité de commettre un délit est la plus grande. Et ça marche. Le chef de la police est enchanté. Les cambriolages auraient baissé de 27%. Est-ce que vous vous souvenez de Minority Report avec Tom Cruise ? Eh bien, nous y sommes. On n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. La reprise économique fait la une également de la presse. Une reprise à géométrie variable selon les quotidiens. Le Monde n'hésite pas à l'affirmer. L'économie française va mieux, les patrons reprennent confiance. Le moral des industriels aurait ainsi atteint son plus haut niveau depuis 2011. Cet enthousiasme du Monde est modéré dans les Échos, pour qui les patrons restent prudents. Et il est encore plus tempéré dans l'édito de Nicolas Bétou, dans l'Opinion. L'amélioration de la conjoncture provient presque exclusivement, écrit-il, de données étrangères à l'action du gouvernement. Pétrole bas, taux réduit, euro faible, injection massive d'argent dans l'économie par la Banque Centrale Européenne. Et de conclure, c'est l'extérieur qui nous réchauffe. Et puisqu'on parle des patrons, dans le Parisien, un portrait du boss du fabricant américain de voitures électriques Tesla, Elon Musk, qui se rémunère au niveau du salaire minimum californien, soit 32 000 € par an, j'ai bien dit par an, sauf que le monsieur a fait fortune avant en vendant PayPal, ce qui aide à supporter les fins de mois difficiles. On continue, j'ai le micro qui s'ouvre, qui se ferme. On continue à parler d'argent avec les descendants du nazi Joseph Goebbels. C'est une demi-colonne dans le Parisien qui donne à réfléchir sur la nature humaine. Le 7 mai prochain sortira à Londres une biographie du responsable de la propagande nazie de Hitler, Joseph Goebbels, son plus fanatique soutien. La biographie sera signée par l'historien Peter Longrich, qui, pour illustrer son propos, a cité de larges extraits du journal intime de Joseph Goebbels, car Goebbels a tenu un journal jusqu'en 1940.
1945, année où il est mort. Eh bien, accrochez-vous, les héritiers de Joseph Goebbels ont décidé de se faire remarquer en poursuivant l'éditeur de l'historien et en lui réclamant des droits d'auteur, alors même que les écrits de leur aïeul vont tomber dans le domaine public à la fin de l'année. L'affaire, qui devait être jugée hier par le tribunal de Munich, laisse l'auteur de la biographie sans voix. Comment peut-on réclamer des droits d'auteur pour les mots de Goebbels ? Et oui, les héritiers, ça ose tout. On termine, David, avec un nouveau passe-temps pour les hommes. Vous connaissiez le burlesque, striptease un peu fantaisiste pour les femmes qui ont envie d'assumer leur corps, leur féminité et d'apprendre à s'effeuiller en musique. Eh bien, Libération nous apprend ce matin que les hommes s'y mettent, la mode bat son plein aux USA. C'est plus proche de Full Monty que des Chippendales, explique Marc à Libération. Marc, il travaille dans le désamiantage et il pratique en amateur. Et il est ravi d'avoir appris à bouger son corps et même d'avoir appris à être gracieux en se déguisant, puis en se déshabillant. Alors ce striptease rigolo pour hommes, ça s'appelle non pas le burlesque, mais le boylesque. Le boylesque, retenez ce terme, car comme le souligne le sociologue interrogé par Libération, en cette période de lutte pour l'égalité homme-femme, il va falloir nous habituer à ce jeu avec le genre. Si ça vous tente, Thomas, je vous rassure, on n'enlève que le haut. On va patienter un peu, ça c'est pour vous ça. Ah, Juliette Gréco qui fait ses adieux, une tournée d'adieu cette année. Printemps de Bourges ce soir. Pas trop vite, hein. Oui, mais pas tout de Et surtout, pas tout de suite. Pas trop vite. Juliette Gréco qui sera demain entre 11h et midi et demi l'invitée de Nico Sayagas dans Sortez du cadre. C'est pas un message, hein, c'est juste un plaisir. Ne vous emballez pas. Je sors du cadre, moi, je quitte le studio. Merci en tout cas pour cette semaine. Lundi, c'est Natacha Polony qui reviendra pour la revue de presse à 8h30.